Bonjour à tous, cette fois un sujet qui fâche vraiment, le 80 km à l'heure. Je vais faire, ça n'est pas l'habitude, une petite suggestion à ceux qui nous regardent. Acceptez sur ce sujet de mettre pendant la petite demi-heure de cette émission de côté vos a priori et d'écouter sincèrement, sérieusement la personne que je reçois aujourd'hui. Bonjour Chantal Perrichon, vous voyez, je prends des précautions oratoire minimum parce que je sais effectivement que c'est nécessaire. Vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière et je sais que tout ce qui touche à la voiture provoque immédiatement des émois, pour ne pas dire plus, chez ceux qui en entendent parler. Alors, on va dans le détail évoquer cette mesure que vous allez d'ailleurs nous expliquer, et je vais le dire comme ça, justifier, et notamment nous allons essayer de comprendre pourquoi, sur la question de la sécurité routière, où depuis tant d'années, les données sont innombrables, et les données les plus scientifiques possibles, pourquoi, sur ce sujet, nous sommes à ce point, qu'est-ce que je vais dire, sourds et aveugles. Alors, commençons d'emblée par une question sur la vitesse. Avant de parler du 80 km à l'heure, il y a encore des gens, je rencontre tous les jours et vous aussi, qui disent la vitesse, ça n'est pas la principale cause de mortalité, d'accidents sur les routes. Comment sait-on aujourd'hui que la vitesse est effectivement en voiture un fléau ? Il est clair pour tous ceux qui travaillent depuis des années, qui nous fournissent des statistiques, que la vitesse est la première cause de mort sur la route et la première cause de gravité des accidents. Ça, c'est une constante et dans tous les pays. Maintenant, nous sommes prêts, nous, à obtenir ces fameuses boîtes noires qui nous permettraient de façon incontestable de montrer ce qu'il en est de la vitesse au moment du choc. Mais les pro-vitesses sont contre. Parce que là, nous aurions l'outil qui permettrait de mettre un terme à toutes ces approximations. Il n'empêche que nous savons que lorsque les scientifiques, puis les décideurs s'attaquent à la vitesse, nous avons immédiatement une baisse de la mortalité. C'est une constante. Si l'on prend l'exemple, par exemple, de 2003, le gouvernement Chirac avait décidé que la sécurité routière devenait une priorité de son quinquennat. Auparavant, il avait été précédé par un gouvernement, 97-2002, qui avait annoncé « nous allons baisser la mortalité de 50%. » Force a été de constater qu'au bout de 5 ans, c'était moins 2,2%. Un échec phénoménal. Il était facile pour le gouvernement suivant de prendre des mesures et de voir que très rapidement, il aurait des résultats. Mais il ne s'est pas contenté de prendre des mesures tous azimuts comme certains font. Il a opté pour la mesure qui allait effectivement faire baisser la mortalité, mise en place des radars avec une faible tolérance pour les petits excès de vitesse. Et à ce moment-là, nous avons vu, dès l'annonce d'ailleurs, avant la mise en place du premier radar, que la mortalité diminuait. Et grâce à la mise en place de ces radars, qui finalement contrôlaient tous les conducteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant, bien évidemment, eh bien, nous avons vu une baisse spectaculaire du nombre de morts et l'on doit dire que grâce à ces technologies, nous pouvons dire aujourd'hui que 40 000 vies ont été sauvées dans notre pays. Quelle était la différence avec, disons, les gouvernements d'avant? C'est qu'il y avait les forces de l'ordre qui faisaient des interceptions. Mais il faut savoir que dans notre pays, 50% des PV n'étaient jamais payés, parce qu'il y avait une pratique des indulgences. Et là, on doit souligner la circulaire de Sarkozy, décembre 2002, qui interdit cette pratique et qui est donc envoyée dans tous les commissariats, toutes les gendarmeries, en disant « attention ». Il y aura des poursuites pour ceux qui font sauter les PV. Et là, nous arrivons à un système plus égalitaire, puisqu'il y avait les notables qui faisaient sauter leurs PV. Rappelons qu'il y avait des dizaines d'emplois à l'Assemblée nationale qui étaient uniquement pour faire sauter les PV. Donc, restaurer la légalité sur la route, ce fut une bonne pratique qui a permis effectivement d'épargner nombre de vies. Alors, vous voyez bien que tout de suite, vous avez prononcé un mot interdit, radar. Je me suis un peu promené en France ces derniers temps, à l'occasion d'une des conséquences des Gilets jaunes. J'ai vu partout des radars, pas seulement tagués, comme c'était souvent le cas, mais détruits. C'est un fait que l'immense majorité de la population française ne supporte pas le mot même de radar et considère que si c'est à ce prix-là, si j'ose dire, que l'on va se tuer moins sur les routes, ça n'est pas supportable. Comment, finalement, le radar peut-il être pour vous un allié alors qu'il est vécu comme un ennemi par la quasi-totalité de la population? Dès le départ, nous avons eu un parti politique qui a décidé de montrer
de se positionner contre les radars. Je parle de Marine Le Pen, qui immédiatement a décidé que, non, finalement, c'était une pompe à fric, c'était des tirelires, et nous avons vu des gens s'engouffrer dans ce processus, aidés par ce que j'appelle les avocats tirelires, qui sont là uniquement, non pas pour aller dans le sens du droit, mais pour faire en sorte, finalement, d'épargner ceux qui pourraient avoir des problèmes avec la justice, car ils ne respectent pas les règles. Donc nous avons vu très vite un processus se mettre en place qui n'a pas été contré suffisamment. Or, il faut quand même rappeler à ceux qui sont dans ces partis d'extrême droite que les homicides font infiniment moins de morts que ce que nous constatons sur la route. Et que lorsque l'on se dit un parti, finalement, voulant travailler pour la sécurité, il serait de bon ton, finalement, de regarder ce qu'il en est de la mortalité sur nos routes. Je rappelle quand même que la première cause de mort de la jeunesse en France, c'est la route. La première cause de mort dans le monde professionnel, c'est la route. Alors, si l'on veut s'occuper des concitoyens, de tous les citoyens, eh bien, faisons en sorte de préserver leur vie. C'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça à propos de l'extrême droite, qui ne cesse pas effectivement de dire sécurité, sécurité, et qui pense en général à dénoncer à l'occasion des immigrés qui causent relativement peu, pourrait-on dire, de soucis à la quasi-totalité des Français, en tout cas très peu de morts ou de blessés, alors que effectivement, la violence sur les routes est infiniment plus souvent provoquée par la vitesse. Alors, restons sur cette question de la vitesse avant d'arriver au fameux débat sur 80 km/h. Vous savez que très souvent, dans un dîner, dans une discussion avec des amis, on entend les mêmes, et je suis plutôt pour les appeler les mêmes sottises. On vous dit « Ah bah oui, mais moi quand je roule à 130 à l'heure, je suis là vraiment attentif à tout parce que c'est une vitesse importante. Lorsque je roule plus lentement, 70, 80, je m'endors. » Qu'est-ce que vous répondez à ce premier argument que j'ose dire assez fréquent? Il semblerait que les absurdités, ce soit open bar non-stop. Et en ce qui concerne ceux qui s'endorment au volant, oui, alors visiblement ils ont un problème de manque de sommeil, mais ça c'est disons, ce sont des problématiques personnelles auxquelles nous on ne peut pas apporter une solution. Mais il faut quand même rappeler que plus l'on va vite, et ça il y a eu des observations faites en laboratoire, plus le cerveau est obligé de traiter énormément d'informations. Donc plus la fatigue arrive. Et que nous dire qu'on s'endort au volant, écoutez, il faut écarter ces gens de la route parce que de toute façon ils sont dangereux, pas uniquement pour les autres, ils sont dangereux pour eux, bien évidemment. Donc arrêtons avec ces arguments fallacieux. Il est vrai que dans les dîners en ville, il est difficile maintenant de s'abstraire du 80, c'est absolument hallucinant. Pas uniquement dans les dîners, mais dans les transports. Je vois en permanence des gens m'en parler, mais je dois dire que ceux qui m'approchent sont généralement pour dire « nous vous soutenons ». Car on entend des braillards sur les réseaux que l'on dit sociaux, mais moi je parle plutôt de réseaux asociaux, qui ne cessent de vilipender toutes les mesures qui sont prises concernant la sécurité routière. Il faut quand même rappeler que toutes les mesures, quelles qu'elles soient, prises pour la sécurité routière, déchaînent immédiatement des passions. Pourquoi? Parce qu'on touche à la liberté de celui qui entre dans son véhicule et qui considère que le véhicule, c'est sa propre thérapie. Rappelez-vous la ceinture. Nous avons tout entendu sur la ceinture. C'était effrayant. Il y a même une personne qui a écrit « la ceinture tue ». Il fallait quand même oser. Bien. Alors, nous étions prêts à dire, d'accord, ceux qui sont contre la ceinture s'engagent à ne pas faire appel à la solidarité ensuite avec les conséquences de l'accident. Il faut savoir aussi, savoir ce qu'il en est des suites de l'accident. Donc, nous avons eu la ceinture, nous avons eu les dispositifs pour les enfants. Nous sommes battus pendant 9 ans. Vous vous rendez compte, une association qui se bat pendant 9 ans pour obtenir que nos petits soient attachés dans les voitures. Et on nous répondait, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un enfant, il ne peut pas être attaché dans une voiture. C'est vrai que nous n'avions aucune connaissance de ce qu'était un enfant. Donc, toutes ces absurdités que l'on entend en permanence, eh bien, effectivement, elles nous usent, elles nous fatiguent, mais elles ne nous empêchent pas de continuer parce que être pionnier en sécurité routière, c'est vouloir sauver des vies. Et lorsqu'on nous dit, ce qu'on nous entend, ce qu'on dit actuellement, vous êtes autophobe, enfin quand même, nous ne venons pas de la planète Mars. Nous prenons certes les transports en commun, mais dans les départements où nous avons une forte représentation, les gens sont également astreints à prendre leur véhicule parce qu'il n'y a pas de transport suffisant. Donc, toutes les étiquettes qu'on nous appose, d'ailleurs vous devriez savoir que je suis venue en Rolls avec un chauffeur, enfin je ne sais pas conduire, tout le monde le sait. Donc ça finit par être vraiment fatigant, mais ça n'use pas notre détermination pour obtenir de bonnes mesures. Allez, je ne peux pas
résister au fait de vous donner un deuxième argument sorti, non pas de la tête de Jupiter, mais de la tête de n'importe qui. On dit souvent, regardez nos amis allemands, eux, c'est formidable, ils ont la possibilité de rouler à la vitesse qu'ils veulent et néanmoins, le nombre d'accidents n'est pas si important que ça. Qu'est-ce que vous dites à propos de l'Allemagne? C'est un cadeau que vous me faites. Moi, je vous remercie. Ce sont les ignorants qui disent ça, tout simplement parce que, d'abord, les autoroutes allemandes sont des vieilles autoroutes et très souvent, il est nécessaire de faire des travaux et lorsqu'il y a l'incitation à diminuer la vitesse, le conducteur allemand respecte cette limitation de vitesse. Deuxièmement, la géographie allemande est différente. Il y a de nombreuses agglomérations, donc quand on regarde l'accidentalité en Allemagne, ils ont beaucoup plus de blessés graves et de blessés que de tués. Et sur les autoroutes dont vous parlez, il y a une petite fraction, effectivement, de ces petites portions de ces autoroutes qui n'est pas limitée. Mais les responsables des régions allemandes refusent de nous donner la mortalité sur ces portions d'autoroutes. Elles empêchent le gouvernement de communiquer ces chiffres parce que Porsche, Mercedes, BMW ne le souhaitent pas. Donc nous le savons, nous, parce que nous avons des amis à peu près partout, et nous savons que cette mortalité est multipliée par 3. Alors, bien sûr, il faut rajouter également qu'il y a quand même, de la part des assureurs, on demande à ce que les gens, malgré tout, respectent le 130. Et en ce qui concerne l'indemnisation, si le conducteur est allé beaucoup plus loin que le 130, eh bien, il y a une réduction en ce qui concerne les indemnités. Donc, vous voyez que l'ignorance du modèle allemand, c'est la même que l'ignorance pour le modèle anglais, qu'on nous ressort régulièrement en disant, mais attendez, en Angleterre, on enlève les radars maintenant. Oui, c'était des radars qui fonctionnaient sur le mode de l'argentique. Depuis, nous sommes passés au numérique. Mais ils remplacent ces radars par des véhicules banalisés, hyper connectés, et sur les 300 000 km de route qui concernent l'Angleterre, nous en avons quand même 1 million, eh bien ils ont 8 500 radars mobiles, avec une connexion telle que l'homme qui n'a pas payé sa pension alimentaire et qui est pris en flagrant délit de vitesse, il ne redémarre pas s'il n'a pas payé sa pension alimentaire. Allez savoir pourquoi les Anglais, finalement, observent davantage les limitations de vitesse. Moi, je me pose des questions. Alors, on va arriver, je fais du teasing, on va arriver aux 80 km/h. Je voudrais quand même rester une seconde de plus sur ces considérations générales. Qu'est-ce qui fait parce que ce n'est pas la première fois que je vous entends, ou que j'entends un certain nombre de gens de la Ligue contre la violence routière et que je trouve incroyablement convaincants et surtout donnant des arguments imparables, qu'est-ce qui fait quand même que beaucoup d'entre nous sont aussi sourds? Nous ne souhaitons pas notre propre mort, en tout cas consciemment, nous ne souhaitons pas la mort de nos proches. Qu'est-ce qui fait finalement que plus fort que tout, il y a certainement ce désir de liberté dont vous parlez, mais il y a peut-être aussi que nous sommes quand même les victimes d'un certain nombre de lobbies. C'est-à-dire que tout un chacun est frappé lorsqu'il achète une voiture de voir qu'elle peut monter jusqu'à 240 km/h ou 250 ou 260, que sais-je, alors que la vitesse est limitée. Est-ce que vous pensez que nous sommes aussi les victimes non seulement de notre propre inconscient et peut-être de ce que Freud appelait la pulsion de mort, mais que nous sommes victimes de ces lobbies, les bagnoles? Il y a quand même beaucoup d'argent derrière tout ça. Bien sûr. Nous avons face à nous un lobby d'une puissance extraordinaire, l'un des principaux lobbies qui existent dans le monde. Et il est clair que les modèles qui nous construisent sont des incitations à violer la loi en permanence. C'est une évidence. Des voitures construites pour aller à 200, 250 km/h. Il est clair que nous savons, nous, grâce aux bases de données des assureurs, que ces voitures, ces véhicules surpuissants, ont davantage d'accidents sur toutes les voies, c'est-à-dire aussi bien sur autoroute qu'en ville ou sur la départementale, parce qu'elles sont une incitation à aller vite, bien évidemment. Donc, tant que nous aurons ces voitures qui seront mises en vente, nous aurons effectivement des gens qui, obéissant à certaines de leurs pulsions, auront tendance à outrepasser effectivement leurs propres compétences, parce qu'il faut bien se dire que chacun s'imagine que l'abruti, c'est l'autre. Celui qui ne maîtrise pas la voiture, c'est l'autre. Et que l'accident arrivera à l'autre, systématiquement. Il y a une incapacité, d'une part à intérioriser la règle, et d'autre part à se dire, potentiellement, je peux être la cause d'un accident, je suis dangereux pour moi, mais je suis dangereux également pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui ne pénètre pas le cerveau de celui qui entre dans l'habitacle de la voiture. Il est protégé par cette bulle, il semble à l'abri, et il prend tous les risques, mais pas seulement pour lui, pour les autres également. En tout cas, ce que je retiens de tout ce que j'ai lu sur le sujet,
c'est qu'il y a quand même dans nos sociétés démocratiques, nos sociétés tellement policées, 3 immenses lobbies. Il y en a un que nous ne connaissons pas en France, c'est le lobby des armes. On se demande tout le temps aux États-Unis comment peuvent-ils à ce point mourir des armes qu'ils vendent et ne pas les interdire. On sait qu'il y a le lobby ultra puissant des armes. Il y a un deuxième lobby que nous connaissons pour le coup, et aux États-Unis comme en France, c'est le lobby du tabac, qui est un peu moins puissant aujourd'hui, mais qui l'a été quand même de façon insensée. Et il y a un troisième lobby, qui est le lobby de la bagnole. Et derrière ces 3 lobbies, on retrouve à chaque fois le fric et un certain nombre de grandes entreprises qui pensent à tout sauf à notre santé, à notre vie. Alors, on arrive aux 80 km à l'heure. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Vous oubliez d'autres lobbies auxquels nous sommes confrontés. L'alcool. C'est pas rien quand même. L'alcool au volant, depuis des décennies, nous sommes toujours à 30% de morts où il y a présence d'alcool. Et là, effectivement, la publicité en permanence, et puis le fait qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, les éthylotests antidémarrage qui existent dans d'autres pays depuis 20 ans, 30 ans, après un stade d'expérimentation, nous allons peut-être avoir dans certains départements la mise en place de ces fameux éthylotests antidémarrage qui aident ceux qui sont tombés dans la dépendance de l'alcool. Enfin, mais il faut remarquer que grâce à cette baisse de la vitesse, à partir de 2003, à l'époque, nous avions 30% de morts dus à l'alcool. C'était un peu plus de 2000 morts. Et bien, grâce à la baisse de la vitesse, à alcoolémie égale, le risque diminue et nous sommes à un peu plus de 1000 personnes qui sont tuées avec, effectivement, présence d'alcool, ce qui veut dire que lorsque vous ciblez un facteur, il peut y avoir, effectivement, des conséquences sur l'autre. Ça, c'est important. Rajouter le lobby des opérateurs téléphoniques, enfin, le téléphone au volant, la voiture transformée en bureau, ce n'est pas rien, que diable. Les gens en oublient qu'ils sont en train de conduire, SMS, je téléphone pour savoir si je dois acheter une baguette ou des yaourts, ça vaut vraiment la peine de mettre la vie des autres en danger. Donc, effectivement, entourés par tous ces lobbies qui nous pourrissent la vie, eh bien, les gens meurent sur la route. Alors, 80 km à l'heure, peut-être pouvez-vous préciser, parce que je m'aperçois que les gens ne le savent pas, que ce n'est pas 80 km à l'heure, si j'ose dire, partout en dehors des autoroutes. On a l'impression que c'est 130 sur les autoroutes, 80 ailleurs. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est quoi ce 80 ? Cette mesure n'a pas été prise au hasard. Il y a des experts qui ont travaillé au Conseil national de sécurité routière et qui ont montré que sur les routes bidirectionnelles, c'est-à-dire à double sens, qui n'ont pas de séparateur médian, eh bien, le choc frontal fait des ravages. Ces routes, c'est 380 000 km de routes sur 1 million des routes concernées dans notre pays. C'est dire s'il y a une marge. Et il était clair que si un gouvernement avait le courage de prendre cette mesure, et si la mesure était appliquée, on pouvait et on peut espérer sauver des centaines de vies dans l'année qui suit. D'où l'urgence pour prendre cette mesure. Nous avons essayé, dès que le Conseil national de sécurité routière en a parlé, nous avons essayé de demander au gouvernement précédent et à M. Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, d'avoir le courage de prendre cette décision. En politique, il faut quelquefois montrer beaucoup de courage, et surtout en sécurité routière. Et alors là, nous avons été affrontés à ce maître mot que nous adorons, acceptabilité. Qui dit acceptabilité dit forcément je ne vais rien faire, je ne veux toucher à rien parce que je ne veux contrarier personne. Alors si on ne veut contrarier personne en sécurité routière, vous avez raison, il ne faut rien faire. Bien. On a essayé quand même de lui montrer que, et je le lui ai dit personnellement et en réunion, que si Robert Badinter, qui était avocat comme lui également, avait décidé d'attendre l'acceptabilité des Français, eh bien, lorsqu'il a pulsé pour que dans notre pays il n'y ait plus la peine de mort, plus de 60% des Français étaient contre. À ce moment-là, nous aurions continué à assassiner des gens, l'État aurait continué à tuer des personnes. Donc, on voit bien que le courage, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et lorsque ce nouveau gouvernement est arrivé, il succédait à un gouvernement qui avait montré une frilosité absolue pour prendre de vraies mesures de sécurité routière. Nous avons droit à un saupoudrage, à des mesurettes tous azimuts, comme aimait à le dire M. Cazeneuve. Quand on fait du tous azimuts en sécurité routière, il faut mieux vaquer à autre chose, parce que ça ne fait perdre le temps de personne, et comme ça ne sert à rien, tout le monde y gagne. Et en l'occurrence, sachant qu'il y avait eu 3 années de remontée du nombre de morts à partir de 2014, plus une année aussi médiocre que la dernière, il était quand même urgent de s'intéresser à la vie de notre jeunesse et plutôt à la mort de notre jeunesse sur la route. Résultat,
après concertation avec les experts, avec les scientifiques, Édouard Philippe a eu le courage, je dis bien il a eu le courage, de prendre cette mesure. Et il a été suivi très mollement par certains ministres, je peux donner les noms, tout le monde les connaît, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ne maîtrisant absolument pas ce dossier, ignorant tout de ce dossier, mais ayant déjà à l'horizon l'idée qu'il allait retrouver sa bonne ville de Lyon, Jacques Mézard, dans le Cantal, où précisément il est extrêmement concerné par cette mesure, et toute une série de politiciens qui, là, ont essayé finalement de reconstruire des partis qui sont en ruine après les élections présidentielles, qui se disent que si on peut récupérer un électorat qui est un peu ignorant de la sécurité routière, c'est toujours ça de prix, sachant que les morts ne votent pas. C'est un mauvais compte finalement, c'est une mauvaise comptabilité, elle est surtout obscène, parce qu'ils ont essayé de monter contre les Parisiens, ces bobos qui circulent, tout le monde le sait, dans des voitures qui n'ont absolument pas de bouchons, qui circulent très aisément sur toutes les rues et même en agglomération, ils ont essayé de créer une fracture finalement. Mais c'est oublier que prendre une mesure comme le 4-20, c'est au contraire s'intéresser à ceux qui vivent dans les départements. Parce que, est-ce que vous trouvez normal qu'un père ou une mère de famille, quand il conduit ses enfants à l'école, lorsqu'il les mène à l'hôpital, lorsqu'il va faire ses courses à la supérette du coin, lorsqu'ils vont dans un centre de loisirs, soient en danger. Ils mettent leur vie en danger quand ils utilisent ces routes-là. Il y a une inégalité entre les Français, nous sommes d'accord. Alors, soyons précis. Oui. Passer de 90 à 80 à l'heure, ça change vraiment les choses? Oui. Vous dites plusieurs centaines de vies sauvées? Pourquoi? Il y a eu, dans les années 80, début des années 80, une modélisation qu'on appelle actuellement la modélisation de Nielsen. Pourquoi? Il a regardé les statistiques de l'accidentalité divers pays et il a montré, et c'est une constante, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, que lorsque vous baissez la vitesse moyenne, vous avez de 1%, dans tous les pays, quel que soit le pays, vous avez toujours 4% de tués en moins. Alors évidemment, les opposants nous ont dit « Oh ben Nielsen, écoutez, c'est une vieille modélisation. » Alors c'est vrai, Pythagore, Thalès, Archimède, au feu, si je puis dire avec Archimède. Mais enfin bon, entendre des choses comme ça, c'est hallucinant, quoi. Donc, on est là en train de promouvoir l'ignorance pour essayer de contrer une mesure qui va sauver des centaines de vies. Donc, pour ceux, toujours les ignorants dont je parle, qui semblent finalement avoir retenu que la modélisation de Nielsen, eh bien, ils auraient dû continuer, effectivement, la lecture de certains rapports, et ils auraient vu qu'en 2005, Runelvik a montré, faisant une sorte de méta-analyse de différentes études, sur 115 études, toutes allaient dans le même sens. Il n'y a aucun pays, finalement, qui ne montre pas les mêmes résultats. C'est dire l'importance de cette modélisation. Eh bien, ces travaux de Runelvik, je dois dire que nous attendions que ce soit diffusé par la direction de la sécurité routière, qui est quand même l'institution qui doit épauler le Premier ministre. Eh bien, ils ont fait une conférence de presse le 20 juin. Mise en place de cette mesure le 1er juillet. Et ce déficit de pédagogie, nous le payons extrêmement cher. Parce que, vous avez raison de dire, le 80, bah, les gens ne savent pas ce que c'est. Pourquoi le 80 ? À quoi ça sert? Est-ce que, par exemple, vous pouvez dire, est-ce qu'on le sait, lorsque je roule à 90 pour aller faire mes courses ou pour aller à l'hôpital, et je mets un certain temps, lorsque je vais rouler à 80, combien de temps je vais perdre sur un trajet moyen? Alors, il y a eu immédiatement des expériences de fait qui ont été très très critiquées. Vous allez perdre 2 à 3 minutes sur 60 km, par exemple. Vous perdez 2 à 3 minutes sur 60 km. Parce que, effectivement, la vitesse est telle qu'il faut rappeler que ces vitesses dans les départements, ce ne sont pas des routes où vous ne traversez pas d'agglomération ni de village. C'est là que la vitesse, elle va baisser. Et ce qu'il faut rappeler à ceux qui disent « Enfin, vous ne vous rendez pas compte, moi, ça chamboule le planning de ma journée ». Ils oublient que le matin, quand vous écoutez, chacun écoute sa radio préférée, et là, vous entendez systématiquement « Attention, Marseille, 1h30 de bouchon, il y a eu un accident. Attention, Lyon, vous avez 2 heures ». Mais ces heures perdues, parce qu'il y a eu des accidents, ces heures-là, les gens ne les comptabilisent pas. Ce sont des centaines de milliers d'heures chaque année. Celles-là, elles passent pour perdre des profits. Ça, c'est véritablement hallucinant. Et puis, il faut rappeler qu'une certaine vitesse va favoriser la fluidité du trafic. Ça, c'est important. Enfin, l'argument
qui est essentiel et que les gens ont du mal à comprendre, et je dirais même plus, certaines personnes qui travaillent dans les transports, ou disons ceux qui sont dans l'infrastructure. Vous avez des X-ponts, comme on dit, des gens qui ont fait Polytechnique et l'école des ponts, qui disent, mais enfin, on construit des belles routes droites, rectilignes, elles sont belles, on a coulé du bitume, ils en sont très fiers, nous sommes contents pour eux. Bien. L'ennui, c'est que ce qui fait le danger, c'est le trafic. Plus une voie est circulée, plus le danger augmente. Alors, évidemment, si la route est belle en plus, et si on baisse la vitesse, tout ça va se combiner pour une meilleure, finalement, accidentalité qui baissera. Mais en l'occurrence, si on laisse des vitesses élevées, eh bien, vous pouvez voir, toutes les personnes qui circulent dans notre pays disent parfois, mais je ne comprends pas, il y a des silhouettes noires qui sont là, j'ai vu des gerbes de fleurs, la route, elle est droite. Ah oui, la route est droite, mais c'est là que vous êtes en danger. Et donc, on a été amenés, nous, à faire une étude, parce que la DSCR ne le faisait pas, pour montrer ce qu'il en était de l'accidentalité dans tous les départements de France. C'est important que chacun dans son département ait la carte de son propre département. Et alors, c'est assez extraordinaire. Ceux qui se sont fait les chantres de « c'est nous qui allons décider de ce qu'il en est de la vitesse dans notre département », ce sont ceux qui sont le plus impactés précisément par cette petite portion de route qui totalise la majorité des accidents mortels. C'est-à-dire que les gens disent « moi je connais, oh, madame, je connais l'accidentalité dans mon département ». Ah oui ? Sur quelle voie cette accidentalité se situe-t-elle? Alors, vous avez par exemple la carte du Cantal, Jacques Mézard, la carte de la Haute-Saône, M. Michel Raison, qui a quand même fait une belle audition au Sénat, en ignorant totalement ce qu'était l'accidentalité. Laurent Wauquiez également, à la Haute-Loire. Et là, vous vous apercevez que ces gens qui ont mené finalement haut et fort une opposition scénique, dure, violente contre le 80, ne savent absolument pas ce que cela concerne. Cela ne les intéresse pas, tout simplement. Il y a une question qu'on est presque gêné de poser parce qu'il s'agit de vie humaine, de souffrance, de blessures, c'est le coût. Ça coûte quoi, l'insécurité routière? Eh bien, il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent que l'insécurité routière, c'est 50 milliards d'euros chaque année, l'ensemble des coûts. Et si on confronte ces chiffres à ce que l'on nous oppose, à savoir les 800 ou 900 millions d'euros qui viennent des radars, qu'on n'est pas obligé de payer, d'ailleurs il suffit de respecter les limitations de vitesse, eh bien on s'aperçoit alors que oui, il y a un coût pour notre société extrêmement élevé. Écoutez, j'étais plutôt convaincu du 80 km/h avant de faire cette émission. Je dois dire qu'au terme de cette émission, je le suis encore plus si c'est possible. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je sais que c'est un sujet qui fâche. J'espère que vous avez suivi les arguments de Mme Perrichon avec attention. Je pense que vous pourrez même aller regarder sur Internet si ça se vérifie, s'il y a d'autres informations du même genre ou pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aux médias aujourd'hui et je vous donne à tous rendez-vous pour un prochain sujet qui fâche.